travaille à deux depuis toujours. On a fait l'école des Beaux-Arts de Marseille et dès l'école, on a travaillé à deux, donc on a passé nos diplômes vraiment ensemble. On a cette pratique qui est exclusive et du coup, on a créé cette identité qui est Mountain Cutters parce qu'on sentait qu'il fallait nommer le travail. On se sent au service de quelque chose d'une manière assez anonyme. Du coup, on a créé ce terme qui est Mountain Cutters, qui est la construction de deux termes. Donc mountain, c'est plutôt le lien à ce qui nous entoure, au paysage, à la géologie, au sol, quoi. Enfin, vraiment le côté palpable. Et cutter, c'est plutôt l'idée de la traversée, de l'extraction, de l'acte. C'est vraiment le verbe, l'agir. Oui, le terme Mountain Cutters est effectivement construit avec deux termes, mountain et cutters, comme disait Quentin. Ça rejoint la pensée de Tim Ingold sur la question de l'organisme environnement et comment on évolue ou on est en tout cas dans un environnement et que ces deux termes sont un seul et même terme et qu'on ne peut pas être un organisme sans un environnement ou un environnement sans organisme. Voilà, c'est deux termes indissociables et c'est important dans la pensée sculpturale, disons, de Mountain Cutters. Et c'est un terme qui est pluriel, on ne peut pas dénombrer combien il y a de personnes derrière ce terme. Il est non-genré aussi et il est fictif surtout. C'est-à-dire dans le travail, il y a vraiment ce côté fictionnel qui est important, de créer des récits du multiple en fait. Et donc voilà, le travail, il se déclenche par rapport à cette identité Mountain Cutters. Et après, il est déterminé par le fait que c'est un travail de mise en commun, de collectif, le fait qu'un corps fait pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs corps qui font, qui agissent, l'un pour l'autre ou l'un avec l'autre, à travers l'autre. Enfin voilà, il y a toujours cette multiplicité du corps qui est en cours dans le travail, qui nous permet en plus dans le processus d'être aussi distants. On est très différents avec Marion, on est deux personnes presque opposées dans les caractères et en même temps on se rejoint sur énormément de choses. Et du coup, dans le travail, les choses se font très naturellement. Et puisque nous sommes différents, on accepte beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait de nous-mêmes. Et en même temps, je me sens complètement moi là-dedans. Il y a vraiment cette dynamique du faire et du rebond qui est toujours incessant. Les projets se construisent aussi par vase communicant, quoi. On est vraiment en phase de recherche, donc il n'y a pas forcément de choses à voir, je veux dire, de fini. On est sur plusieurs choses en même temps, on est quand même beaucoup sur une phase de problématisation et de conceptualisation du projet, parce que l'espace dans lequel on va travailler au Palais de Tokyo, il est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de couloirs et de trous à s'imaginer à l'avance. Et donc l'idée, c'est quand même de lui trouver un rythme, de concevoir un peu une partition et de créer des îlots, parce qu'il faut créer des espaces de densité dans l'espace. Et là, en l'occurrence, il y a une chose sur laquelle on travaille, c'est un peu dans le travail depuis longtemps, c'est l'archéologie, on va dire, de manière générale, mais surtout l'art pariétal, l'art préhistorique, l'art cycladique, donc des choses assez précises malgré tout. À la fois les productions préhistoriques et aussi l'évolution du corps humain. Notre travail est lié au corps et à comment un corps se crée son appareillage, son outillage, parce que c'est un corps, on met en avant toujours l'idée que le corps est défaillant. C'est pas une machine qui est performante, ultra précise. Il y a vraiment une sorte de synthèse qui se crée entre un corps qui se transforme au fur et à mesure du passage du temps et puis des productions d'objets, de traces. Ça va être installé au sol, comme vous avez pu le voir par exemple dans une installation qu'on a fait à l'espace Van der Borch, qui était une sorte de prémisse d'une partie de l'expo au Palais de Tokyo. Ça aura la forme d'une fouille archéologique qui émerge du sol en tout cas, qui se regarde vraiment comme un atlas qui serait positionné au sol. Ce qui nous intéresse, c'est l'incertitude et l'impermanence des choses, la non-fixité. Donc on crée des sculptures in situ, il y a énormément de choses qui sont déconstruites, réutilisées, réemployées au fur et à mesure des expos. Donc il y a un cycle, un flux continu qui fait que les choses ne sont pas figées. Mais en même temps, à côté de ça, c'est pas tout disparaît, tout réapparaît, c'est qu'il y a des choses qui résistent au temps, qui ont une forme d'autonomie. Et je pense que le fait qu'on soit deux, ça nous permet plus facilement de déterminer la fin d'un objet. Enfin, le moment où l'objet s'arrête et se fige dans son processus. La question du processus est très importante dans notre travail et dans la vie. Il y a aussi cette dimension du saisir du passé, ce qui se passe à l'atelier et comment ces gestes s'enregistrent à l'atelier. Et puis dans le passé, il y a la question de l'origine des formes, de l'origine du langage, qui pour nous est une source de création constante et en tout cas qui nous soutient dans les gestes, dans le faire. Mountain Cutter, le terme,
Il était important parce que le caractère géologique du sol, que tout émerge du sol, donc de l'archéologie, des résidus de mémoire, etc., c'était important. Et l'utilisation de la céramique, ça découle de ça, parce que la céramique, pour nous, c'est vraiment une sorte de synthèse de ce qui se passe sous nos pieds, quoi. C'est de la fusion des minéraux, c'est de la chaleur, c'est de l'argile, donc voilà. La céramique, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue à produire. Enfin, même dans l'atelier, il y a une partie qui est vraiment dédiée à la céramique. Et il y a aussi le verre, qui est une pratique que nous, on ne peut pas faire à l'atelier, mais on travaille avec un verrier depuis 4-5 ans, depuis 2018, on va dire. Et en fait, le lien à l'artisanat, en fait, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressés, lié à la technique. Parce que c'est des processus qu'on découvre et qu'on essaie toujours un peu de tordre ou de réadapter ou d'un peu de contaminer avec cette identité Mountain Cutters, d'aller voir un peu ce qui peut se faire dans les limites du verre, au niveau des surfaces, des tensions dans les pièces. Et le verre, c'est aussi une continuité de la céramique, c'est les arts du feu, l'acier aussi, c'est un art du feu entre guillemets. Il y a cette question de l'énergie qui est importante dans le travail, qui est liée à la matière et comment en fait les matières ont un potentiel de transmission. On a eu en 2021 une exposition à La Verrière, un lieu dédié à la création de la Fondation Hermès. Donc c'était une invitation de Guillaume Desanges à faire partie du cycle qui s'appelait Matière à penser, penser avec un A. Et donc c'est quelque chose qui nous est très familier et dans lequel on s'est senti vraiment à notre place, puisque dans notre manière d'agir, effectivement les matières sont source du prendre soin, en tout cas, du prendre soin des êtres. C'était un moment qui a cristallisé beaucoup de gestes, beaucoup de choses dans notre pratique, notamment le fait de convoquer cette matière pariétale ou cette matière, une forme du passé. L'image a toujours été un peu là, le texte aussi, c'est aussi ce qui nous intéresse dans la sculpture, quoi. Enfin dans l'art de manière générale, c'est comment un monde s'installe. On travaille toujours de manière assez horizontale, on a un peu du mal avec la sculpture verticale. On essaie toujours de s'accrocher dans un espace, enfin de s'immiscer ou de se brancher à l'espace, toujours à l'échelle du corps, jamais dans un gigantisme, enfin en tout cas on essaye. Même si on aime prendre l'espace, le contaminer, on essaie toujours de rester à une échelle qui paraît réaliste dans cette idée de corps fictif qui crée des choses. Pour le Palais de Tokyo, on va pour la première fois essayer de faire du bronze, qui est une sorte de suite logique. Ce qui nous intéresse dans le bronze, par exemple, c'est dans le processus, la coulée du bronze qui crée une forme, et donc c'est à partir de ça qu'on va essayer de faire une sculpture. Et on est très souvent attentif aux accidents. Par exemple, dans le verre, il y a eu des choses qui sont passées et qui nous ont intéressés. On a poussé le travail dans la faille qui a été créée. Et pour le bronze, c'est peut-être là aussi où on va essayer de se faufiler. Pas dans l'accident, mais vraiment dans une ambiguïté, en tout cas, de fragilité. Il y aura potentiellement une amorce dans l'expo sur les abysses, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'art pariétal, aux grottes, mais finalement, l'abysse, c'est une sorte de grotte différente. Enfin, il y a des choses comme ça qui nous intéressent, liées à la lumière, à la préservation du temps, aux vivants, à leurs traces. On aimerait beaucoup continuer cette recherche qu'on amorce là, liée aux abysses, et pourquoi pas être en lien avec l'Institut océanologique de Méditerranée, le CNRS, aussi qui est une approche poétique vers le scientifique, que ce soit une matière avec laquelle on puisse travailler, cette approche scientifique, parce qu'elle l'est aussi dans notre intérêt pour les archives, pour l'image scientifique. Et dans l'expo au Palais de Tokyo, l'abysse apparaîtra de manière un peu nouvelle, parce qu'on va essayer de conceptualiser un habitant des abysses en 3D dans une vidéo. Je m'avance, mais bon, en tout cas, ça fait partie des intentions de départ. Il y aura des correspondances. C'est presque s'il y a un côté positif et négatif, que l'espace forme un seul corps, composé d'une structure, de membres, et de creux et de pleins, enfin, que ça puisse s'emboîter, mais de manière mentale évidemment. C'est aussi dans la circulation que ça va se jouer, à quel moment on va avoir une forme, puis après la seconde, puis la troisième, et mentalement il se crée quelque chose. Et cet ordre-là, il est déterminant, c'est une manière de construire de la sculpture dans l'espace. Ça, c'est fondamental dans le travail. Et pour le Palais de Tokyo, c'est aussi pour nous une manière de réinvestir l'espace avec des questions qui sont toujours là et qui seront sûrement évidemment jamais résolues, qui émanent de l'origine du langage, l'origine des formes, l'origine de la sculpture, l'origine du corps, enfin quelque part des prothèses, de quelque chose qui vient se greffer au corps ou qui vient aider les corps à être dans l'espace. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi décidé de recouvrir une rampe PMR de laiton pour lui laisser une place tout entière sculpturale dans l'espace, parce qu'elle fait partie effectivement de la déambulation des corps et du public dans l'espace, corps normés ou non normés. Et on voulait que tous ces corps passent par le même endroit et ne subissent pas de différence dans l'architecture.
On fait toujours les choses pour qu'elles soient lisibles, évidemment. On est toujours très attentif à ça, pour pas être maintenu à l'écart complètement, parce que ça pourrait vite arriver. L'intention, c'est quand même de créer des situations dans lesquelles il y a une incertitude qui émerge de la vision. Le doute et l'incertitude, pour nous, c'est quelque chose qui est moteur et qui est positif. Cette friction de ce qu'on voit, de la temporalité, quelles sont les liaisons, quelles sont les tailles, quels sont les enjeux aussi. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'ambiguïté et l'ambivalence qu'il peut y avoir entre le politique et le poétique. Et c'est ça qu'on essaie de rendre lisible au maximum, c'est qu'il y a des formes qui existent, mais elles sont là par nécessité et par engagement, quoi. Et donc il faut que ce soit lisible. On a envie qu'on se pose des questions, voilà. Ça peut paraître très basique comme réponse, mais il n'y a pas de leçon à tirer. Ce qui est important aussi, c'est peut-être de sentir des flux, que ça puisse nous traverser, quoi. On structure le travail sous forme indicielle, quoi. Enfin, il y a vraiment cette histoire-là d'enquête, d'indices, aussi ce qui est rendu visible et ce qui ne l'est pas, ce qui est maintenu invisible. On déploiera des gestes qui sont plus des recouvrements, des strates de lecture différentes avec des objets et des images qui sont puisés dans différents livres qui nous suivent depuis un petit moment, comme des livres sur l'anatomie humaine ou bien l'art pariétal ou l'évolution humaine. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que depuis Darwin, on a fait un grand pas en avant. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est comment la science, la sociologie, l'anthropologie vient toujours réactualiser des termes et remet en question les découvertes précédentes. Et donc comment ces livres ou ces images nous informent de quelque chose qui est peut-être maintenant obsolète et qui sera toujours obsolète parce que dans la compréhension du monde, je pense qu'on avance.